elle, à la fois pour qu'il nous parle de cette étiquette qui nous intrigue, aussi peut-être, si vous voulez bien, Raphaël, d'être le témoin ou de ces différents rapports. Oui, Denis, merci, mais c'est une position à la fois confortable et difficile. Confortable, parce que j'arrive après la bagarre, et donc je n'ai qu'à monter les points et éventuellement mettre des bonnes ou des mauvaises notes. Difficile parce que mon inculture est encyclopédique sur le domaine que vous avez abordé ce soir et que par conséquent je suis à la fois le dernier à parler mais je suis surtout le dernier de la classe là. Et pourtant c'est moi qui suis chargé de vous évaluer, je ferai juste quelques remarques. Pour dire d'abord que dans l'image d'Obama c'est intéressant parce qu'il y avait la traduction était française, vous avez insisté sur la spécificité des langues, Volkswagen qui parle allemand, les Français parlent anglais. La spécificité des langues, j'attire votre attention sur le fait que Obama disant nous continuerons à aller de l'avant, en anglais, c'est to move forward. Or, forward, c'était le slogan de sa campagne. Ce qui est un élément quand même supplémentaire d'intelligibilité de la phrase que vous notez. Il ne s'agit pas seulement du rêve américain, il s'agit aussi d'un slogan de campagne. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'il y ait un mot qui soit jamais... enfin, je ne l'ai pas entendu, je vous ai écouté très attentivement, je n'ai pas entendu le mot de patriotisme qui aurait permis d'examiner dans le cadre d'un examen des marques pays la sainte alliance malgré tout du protectionnisme et de la préservation des droits sociaux à laquelle on assiste aujourd'hui, notamment autour de la question de la démondialisation, qui me donne parfois le sentiment que nos concitoyens se battent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut. Pour en revenir à ce que disait Marcel Bouton tout à l'heure, vous avez dit que ce qui caractérisait une marque, c'était la possibilité de choisir. Choisit-on jamais? La question, c'est choisit-on jamais tel produit plutôt que tel autre? Je prends juste un exemple, c'est la fameuse carte de fidélité. Vous ne pouvez plus acheter quelque chose sans qu'on vous propose une carte de fidélité. Mais j'attire votre attention sur la façon dont la question vous est posée quand vous passez à la caisse. Vous arrivez à la caisse et le vendeur vous dit, donc vous demande si vous avez la carte de fidélité. Mais au lieu de vous dire, avez-vous la carte de fidélité, il vous dit, non, vous avez notre carte de fidélité. C'est tout à fait différent. On ne vous demande pas si vous l'avez, on vérifie qu'évidemment vous l'avez. Et donc si on déplie cette formule, ça veut dire, cher client, vous qui avez la sagesse, qui est un peu exemplaire chez nous, il est évident que vous ne pouvez pas ne pas avoir la carte de fidélité. C'est une façon de présenter comme un péché véniel, mais incompréhensible, le fait de ne pas détenir la fameuse carte. Et alors face à cette situation, vous avez deux possibilités. Soit vous faites amende honorable, vous donnez séance tenante, votre mail, date d'anniversaire, vos goûts, vos couleurs favorites, vos tendances sexuelles, etc., etc. Et vous recevez la carte de fidélité avec les avantages faramineux qu'elle a. Soit vous persistez dans le refus insensé de vous doter de cette carte de fidélité, et à ce moment-là, vous êtes face au vendeur qui est devenu juge et témoin de votre folie. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est en général le moment où on répond non, non, non. On ne dit pas non une fois, on dit non, non, non. Pourquoi 3 non? Écoutez-vous répondre au vendeur 3 fois non. Et demandez-vous ce qu'il y a dans chaque non. Non, je ne l'ai pas. Non, j'en veux pas. Non, c'est pas grave. Et les 3 éléments sont contenus dans une réponse qu'on voudrait, comme ça, badine. Tout ça pour dire que la question du choix, de façon générale, était une question problématique dans un système marchand. On est tous d'accord pour dire que le système marchand est la dot de la démocratie, il n'y a pas de problème. Historiquement, il n'y a pas une démocratie sans économie de marché, donc il faut faire avec. Mais ça n'interdit pas d'en critiquer les procédures. Et en particulier le fait qu'un système marchand se flatte de donner le choix à ceux qui le pratiquent, qui en bénéficient ou qui le subissent. Je ne crois pas qu'on choisisse. Je ne crois pas qu'on choisisse pour la simple et bonne raison que quand on choisit, je mets le mot entre guillemets, quelque chose, on se donne des raisons pour ça. Vous avez choisi l'iPhone plutôt que le Samsung, eh bien c'est parce que X, Y, etc. Ce qu'on choisit en vertu d'une raison n'est pas vraiment choisi. Vous êtes déterminé à choisir ce que vous choisissez, et c'est une ambiguïté sur laquelle la loi du marché joue un maximum. Et dans votre critique du no-logo, de l'absence de marque, enfin vous n'avez pas cité no-logo justement. Et oui, mais alors, ça m'a surpris parce que c'est injuste de faire à quelqu'un le procès de ce qu'il n'a pas dit. Ça n'est pas un procès. Mais, surtout quand on parle en dernier, on a vraiment le bon rôle. Mais enfin, le meilleur argument du discours, enfin le meilleur argument contre le discours anti-marque, c'est que le discours anti-marque est une super marque. C'est que nos logos,
mais c'est magnifique. C'est une marque, c'est comme Loft, quoi. C'est fantastique. Nos logos, puis c'est mondial en plus. De la même manière que les plus grands succès de librairie, je parle ici des livres de sciences humaines, sont en général l'œuvre d'individus qui combattent vertement la loi du marché. Qui vend le plus de philosophie en France? Alain Badiou ou Michel Onfray. C'est-à-dire deux personnes dont le fond de commerce, c'est la dénonciation du fond de commerce. Alors, je passe rapidement, parce que je suis encore une fois mal placé pour évaluer la performance des autres. Mais juste quelques remarques que j'espère complémentaires sur ce qu'a dit mon camarade Stéphane. Oui, pour dire en fait à quel point j'adhère à la notion d'imaginaire. Parce que il y a un problème inabordé dans ton exposé qui était la question du folklore. La métamorphose d'une spécificité culturelle en folklore. C'est-à-dire la marchandisation d'une histoire, le devenir produit d'une histoire commune. Qu'est-ce qu'on vous vend? On vous vend quelque chose qui témoigne de notre histoire, comme on vend des tours Eiffel en bas de la tour Eiffel, on vend des gondoles à Venise. Je veux dire, c'est la métamorphose de l'histoire en folklore, qui est un phénomène très intéressant, qui est vraiment une involution de l'histoire. Et dans un monde offert au tourisme, il est normal qu'on magnifie les idées reçues sur chaque pays. On n'arrête pas de dire luttons contre les idées reçues qu'on a sur les Italiens mangeurs de pâtes, sur les Allemands rigoureux, sur les Français bordéliques ou jacobins. Enfin, bon, luttons contre les idées reçues. Oui, mais ces idées reçues sont en elles-mêmes portées, magnifiées, stimulées par une culture touristique mondiale qui veut que quand on va en France, on va chercher de l'histoire, de la bonne bouffe et, je ne sais pas, des acquis sociaux si on va s'y installer. Enfin, si on va en Italie, on va chercher de la beauté, de la bonne bouffe. Enfin, je veux dire, bon, les idées reçues sur chaque pays sont alimentées en permanence par l'univers touristique qui est le nôtre, intégralement touristique qui est le nôtre. Donc comment affirmer la spécificité d'un pays alors qu'elle est constamment diluée dans une folklorisation de son paysage? Et c'est intéressant parce que François Hollande et donc Nicolas Sarkozy, on en partage une chose, c'est la certitude que chaque nation a une âme. Il me semble qu'il y a une juste mesure à trouver entre l'involution folklorique et le lyrisme de l'âme, et que cette juste mesure se trouve précisément à l'endroit de l'imaginaire. Pour une raison simple, c'est qu'une image est fille de l'objet comme du sujet percevant. L'image est fille des deux. J'appelle imaginaire la rencontre d'une individualité et d'une culture. Et ce faisant, il y a effectivement un espace, le moment où ces deux ensembles se recoupent, me semble produire ce qu'on peut appeler de l'imaginaire et qui me semble être une mesure plus pertinente, plus exacte de cette question, de la question des spécificités et de ce que vous avez appelé de ce que tu as appelé, pardon, les marques pays. Voilà, je termine cette petite réflexion liminaire et vraiment amicale. Et pris comme tel. Bon, alors tout va bien. Pour en venir à ce dont j'avais envie de vous parler, qui est beaucoup moins sérieux, qui est un texte de Bergson, qui est un texte qu'on trouve dans le Rire, l'essai sur le rire de Bergson. Alors, juste pour l'anecdote, on a le droit aux anecdotes, il est 9h moins 10. Pour l'anecdote, Henri Bergson est né en 1859 et il est mort en 1941. C'est donc un homme qui a vécu 41 ans au 19e et 41 ans au 20e siècle. Il a écrit 2 livres majeurs au 19e siècle, Matière et mémoire et l'essai sur les données immédiates de la conscience. 2 livres majeurs au 20e siècle, qui sont L'évolution créatrice et les 2 sources de la morale et de la religion. Et alors, en 1900, à l'extrême centre de sa vie, il sort un recueil d'articles, 3 grands articles sur le rire, qu'on appelle le Rire. Un des plus grands succès, là encore, de librairie de sciences humaines. Et à l'extrême centre de ce livre, qui se trouve à l'extrême centre de sa vie, vous avez un texte dans lequel Bergson résume la totalité de ce qu'il a dit jusqu'ici, un texte de 5 pages, sur l'objet de l'art. Un texte dans lequel Bergson résume la totalité de ce qu'il a dit jusqu'ici et annonce la totalité de ce qu'il va dire. Et c'est un texte qui s'appelle « Quel est l'objet de l'art ?» Et enfin, pour clore l'anecdote, c'est le seul texte
que Bergson a lu, enfin, pour lequel nous avons la voix de Bergson. Nous connaissons la voix de Bergson. C'est une voix chevrotante, vraiment telle qu'on peut l'imaginer. Quel est l'objet de l'art? Et nous pouvions entrer en communication avec les choses, immédiate avec les choses et avec nous-mêmes. Je crois bien que l'art serait inutile. Il dit ça comme ça. Et c'est bouleversant. Entendre la voix de Bergson, c'est comme serrer la main de Platon aussi. C'est bouleversant. C'est plus facile. Et encore, on n'a que ça. Et alors, dans ce texte, il y a notamment, et c'est un texte dans lequel Bergson, je permets de résumer un tout petit peu son propos avant d'en venir à ce dont je veux vous parler. C'est beaucoup de préambule, mais enfin quand même ça. Le propos de Bergson est de dire que si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, c'est-à-dire si nous n'interposions entre la réalité et nous aucun filtre, aucun préjugé, si nous n'avions aucune idée reçue, si nous n'avions même pas de corps, si nous n'avions pas nous-mêmes une odeur qui nous sépare des odeurs du monde, à la manière dont le personnage du parfum n'a pas d'odeur et donc il peut toutes les percevoir. Bref, si nous n'étions pas séparés du monde par nous, nous serions tous artistes. Notre âme, dit Bergson, vibrerait continuellement à l'unisson de la nature. Le problème, dit Bergson, c'est qu'il faut vivre. Et il dit ceci: la vie exige que nous appréhendions les choses dans le rapport qu'elles ont à nos besoins. Vivre consiste à agir. Vivre, il dit, le cerveau est une gare de triage. Vivre, c'est choisir dans le monde ce dont on a besoin. J'ai soif, ce verre me passionne. J'ai plus soif, ce verre m'indiffère. Les objets ont une valeur relative aux besoins que je dépose sur eux. Ce qui fait que dans mon rapport ordinaire au monde, dans mon rapport quotidien, dans la vie de tous les jours, ben, les choses ont une valeur variable selon l'intérêt que je leur trouve. Et il en va des choses comme des produits. On s'intéresse aux objets comme on s'intéresse à des produits dont on a plus ou moins besoin. Si vous avez déjà un iPhone, vous allez peut-être vouloir en acheter un deuxième, mais après vous allez quand même calmer. Il en va de ces... Notre rapport au monde, ce qui est un rapport, au fond, qui veut que nous prélevions dans le monde ce dont nous avons besoin pour vivre, est un rapport qui nous met en situation de produit, de sujet à produit. Nous nous servons des choses comme autant de produits. Et dit Bergson, il continue cette réflexion qui est vraiment profonde et bien mieux dite que ce que je peux en dire ici, mais je la résume un peu rapidement. Et là, je le lis. Il continue en disant: enfin, pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage, car les mots, à l'exception des noms propres, désignent des genres. Et c'est évident, les mots sont généraux et les réalités sont singulières. Les mots sont, je dis table, je désigne cette table autant que celle d'à côté. Si je dis chaise, je peux désigner toutes les chaises qui sont ici. Quel est le mot qui me permettra de désigner une chaise plutôt qu'une autre? On est ici, on sort ici du concept pour entrer dans la poésie ou dans la littérature, c'est-à-dire dans la quête du singulier. Mais surtout, quel est le monde qui convient au langage? Quel est l'univers qui convient au langage ou à l'utilisation quotidienne que nous faisons du langage, c'est-à-dire faite de mots qui nous permettent de transmettre un savoir aisément accessible par ceux qui le reçoivent? Quel est le monde qui convient? Le monde marchand. C'est-à-dire le monde de la fabrication en série. Le monde qui a sacrifié ce qu'Aristote appelle la valeur d'usage à la valeur d'échange. Aristote est l'origine du marxisme. Marx est né chez Aristote, dans les politiques. Quand Aristote pense, dans son chapitre sur la crématistique, au début, le basculement de la valeur d'usage en valeur d'échange. Le jour où un objet est produit pour être vendu et non plus pour être porté, c'est là, si vous voulez, monsieur le juge, que tout a commencé. Et donc, j'attire votre attention sur ce texte de Bergson, qui est un texte fabuleux, par sa richesse. C'est un texte sur l'art, mais je crois que c'est un texte qui s'applique également au monde marchand, aux univers marchands. Pour vous dire aussi que nous avons toujours la ressource et la possibilité, à l'intérieur d'un univers marchand, de nous intéresser aux objets séparément du besoin que nous en avons. On peut toujours regarder un objet indépendamment du besoin que nous en avons. Prenez par exemple une nature morte. Vous n'allez pas manger la pintade qui est représentée. Vous n'allez pas non plus passer le balai avec le cadre du tableau. C'est un objet inutile. Et tout son prix vient de là. Plus exactement, sa valeur vient de là. A de la valeur, ce qui n'a pas de prix. Au sens littéral, qui est inestimable. Parfois gratuit. Ce n'est pas le cas de la nature morte. Mais, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette lutte entre la vie de tous les jours et au fond la vie de chaque instant, entre l'objet singulier et l'objet en série, entre le concept et la poésie, est une lutte qu'on retrouve également dans l'univers marchand
restons sur l'exemple du tableau. Vous avez d'un côté une nature morte qui a un certain prix et qu'on achète pour la beauté du geste. Vous avez de l'autre côté l'art contemporain qui met bout à bout, enfin un certain art contemporain qui met bout à bout des objets de consommation courante et qui les vend à un prix, enfin qui multiplie par 10 millions leur valeur en les vendant. De sorte que vous avez d'un côté le spectacle de ce qui échappe à la marque, au prix, et de l'autre côté, le spectacle de ce qui est rattrapé par le prix, c'est-à-dire de ce qu'on apprécie au sens littéral, c'est-à-dire ce à quoi on donne un prix. Et il me semble, je finirai, deuxième temps de mon propos, je ne sais pas comment on dit ça, il me semble que les hommes politiques n'échappent pas à la règle. Et en fait, je voulais prendre deux exemples, je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre le second. Le premier, c'est les affiches électorales. Bon, nous avons vécu une année électorale. Il y avait du candidat sur les murs. Et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que vous avez remarqué que les affiches électorales, au gré du réveil matin des militants, étaient plus ou moins recouvertes d'autres affiches. C'est-à-dire que si vous avez le militant UMP qui colle à 6 h la France forte, vous avez à 6h15 le militant socialiste qui va déposer le changement c'est maintenant. Et puis le mélenchoniste qui dit prenez le pouvoir, etc. Et c'était intéressant parce que ces affiches, collées les unes sur les autres, se décollaient aussi. Et donc, ça donnait une affiche bigarrée où on avait une sorte de mixture de tous les candidats, comme des palimpsestes, où on retrouvait quasiment la trace de nos premiers écrits, de nos premières amours. Et alors, ce qui est fou dans ces affiches, c'est qu'on pouvait tout y lire, qu'elles étaient limpides. Alors, elles sont limpides. Elles sont limpides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère sur une affiche électorale. Pourquoi sont-elles limpides? Pas parce que les gens y sont sincères, hein. Pas parce qu'ils s'y montrent tels qu'ils sont, c'est même le contraire. C'est-à-dire, les photos sont choisies, naturellement, les images sont travaillées, le maquillage est omniprésent, le déguisement est à son sommet d'artifice. Bon. Je passe sur le fait, par exemple, qu'une affiche hyper pompidolienne vous dise « le changement, c'est maintenant ». François mort. Mais ce qui est intéressant avec les affiches, oui, ça lui a passé ça. Mais laissons ça. On s'en fiche d'ailleurs. Surtout qu'on ne parle pas des candidats, on parle de leur image. On est dans l'imaginaire. Ce qui est intéressant avec l'artifice des affiches électorales, c'est qu'il est ostensible. C'est ça qui est intéressant. Comme dans certains films de David Lynch, où il filme ses acteurs de si près qu'il montre le maquillage qu'il leur a posé sur le visage. C'est fait exprès. C'est pour les enlaidir encore plus. L'artifice est ostensible. C'est comme un illusionniste qui aurait oublié de cacher ses accessoires. C'est là que les affiches sont limpides, si vous voulez. C'est un maquillage à front renversé, qui ne prend même pas la peine de se présenter comme la réalité. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous vendre une marque qui se présente comme une marque, mais pas comme la réalité. Avec les affiches électorales, un électeur, un peu barthésien, qui aurait feuilleté les mythologies, s'aperçoit qu'il est en face d'une écriture qui souligne sa propre emphase. C'est étonnant de voir à quel point les affiches sont une écriture et à quel point elles soulignent leur propre emphase. Vous savez, les candidats sont déguisés en candidats. C'est un peu comme les enfants qui, parce qu'en fait ils ont peur que leurs parents ne les reconnaissent pas, se contentent d'un drap posé sur la tête et d'une lampe de poche pour jouer au fantôme. Ce qui ne trompe effectivement personne. Et c'est la même chose avec les affiches, si vous voulez. Un candidat a peur qu'on ne l'identifie pas dans le rôle qui est le sien. Alors, du coup, ce qui est intéressant avec les affiches électorales, c'est qu'elles fourmillent de symboles. Il n'y a que ça dans une affiche électorale. Et pourtant, leur décodage est un exercice élémentaire, puisqu'il doit être accessible à tous. Les signes envoyés par le visage d'un candidat ne réclament de votre part aucune attention particulière pour vous sauter aux yeux. Il y a un texte de Barthes comme ça qui s'appelle « Le monde où on catch ». Et dans ce texte, Barthes parle du catch, et il dit le catch c'est un spectacle complètement intelligible, c'est pas un spectacle violent, c'est un spectacle intelligible. Le salaud doit avoir l'air d'un salaud, le type qui souffre doit montrer qu'il souffre. On est là pour tout comprendre. C'est pas une apologie de la violence, le catch, tout ça est truqué. Donc l'accusation qu'on fait au catch de match truqué, il dit on s'en fout, c'est pas le problème. Ce qui compte vraiment, c'est que
les matchs de catch traduisent des émotions qu'on ne peut pas ne pas comprendre. Il dit, le public se moque, c'est Barthes qui parle, le public se moque complètement de savoir si le combat est truqué ou non, et il a raison. Il se confie à la première vertu du spectacle, qui est d'abolir tout mobile et toute conséquence. Ce qui lui importe, ce n'est pas ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit. Or, les affiches électorales, vraiment, on peut en parler, mais ça marche comme ça. Ce qui compte n'est pas ce qu'on croit. Ce qui compte, c'est ce qu'on voit. Ce qui compte, c'est que les mines, les bouilles des candidats fassent transparaître l'intention qu'ils manifestent. Je ne vous apprends rien si je vous dis, par exemple, que quand un candidat regarde au loin, c'est qu'il guette l'avenir. Et veut nous le faire savoir. S'il a les mains serrées, souvenez-vous de Bayrou en 2007, s'il a les mains serrées, c'est qu'il transpose tout bêtement la volonté de réunir son peuple. S'il regarde en face, c'est pour montrer qu'il veut montrer qu'il n'a pas peur. Ah oui, très intéressant aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'en 2002 et en 2012, les candidats d'extrême droite souriaient sur les affiches. Si le candidat ou la candidate sourit, c'est pourquoi? C'est pour rectifier une image de bête immonde. Regardez-moi, je ne suis pas celle que vous croyez, que je sois le père ou la fille, si vous voulez. Dans le monde où on s'affiche, c'est-à-dire dans le monde des candidats, tout est clair et distinct. Tout est symbolique, mais distinct et clair en même temps. Quelle que soit la pose dans laquelle on l'a saisi, le visage du candidat disparaît immédiatement derrière ce qu'il entend. Il dit, au fond, ce qu'ils disent, ce que les candidats nous disent, c'est quoi? Ceci n'est pas mon visage. Ceci n'est pas mon visage. Ceci, c'est ma figure obligée. Voilà, c'est la gueule que je dois avoir. Et alors, c'est intéressant parce que, pourquoi les affiches s'appauvrissent-elles délibérément? Pourquoi est-ce que les affiches essayent de n'exprimer que ce qu'elles disent? Nous sommes, vous et moi, tous riches, éventuellement, non pas de ce que nous possédons, de ce qui fait notre moi, mais de ce qui nous échappe, c'est-à-dire de ce qui fait notre altérité, l'altérité que nous portons en nous. Ce dont nous sommes riches, c'est ce dont nous n'avons pas la maîtrise. Ce qui fait de nous des personnages romanesques, intéressants, poétiques, singuliers, ça n'est certainement pas nos intentions. De la même manière, ce qui fait d'un roman un chef-d'œuvre, ce n'est pas les intentions de l'auteur. Dostoïevski, en écrivant Les Frères Karamazov, voulait faire un livre sur la religion. Heureusement, il a fait plus que ça. Il a fait mieux que ça. Ce qui nous intéresse, et ce qui est intéressant en nous, c'est ce qui nous échappe. Or, un candidat s'attache, précisément, c'est ce qu'on appelle le contrôle, à ne rien laisser sortir, plus exactement, à ce que rien n'échappe, sinon ce qu'il a envie de laisser entendre. De là, d'ailleurs, la raison pour laquelle nous sommes si friands de ces moments de la campagne où un candidat se laisse un peu aller. De l'utilité qu'on a, d'ailleurs, à filmer les candidats en loose day. On aime bien les choper dans le dos et essayer d'entendre un peu ce qu'ils disent, ou bien les reportages de fin de soirée, d'après-meeting. Jospin, par exemple, en 95, qui dit « Je suis très content, j'ai pas sué ». Alors, en matière... Alors là, il avait fendu l'armure. Hein. C'était un peu tard, hein, le truc est passé après. Alors, la question que je veux poser ici, c'est, au fond, à quoi tient cette coïncidence, pardonnez-moi, coïncidence délibérée du signe et de l'intention? Ce contrôle du message par l'image, et réciproquement, cet appauvrissement de l'image, qui fait qu'on la réduit vraiment à ce qu'elle veut dire, pas plus. À quoi ça tient? Il y a plusieurs raisons à ça. Numéro 1, les candidats sont des produits de marque. En d'autres termes, ils ne s'adressent pas à la raison des électeurs, ils s'adressent à leur épiderme. La fonction des affiches n'est pas de délivrer des preuves. C'est pas en disant le changement c'est maintenant, si vous voulez, que... Bon. La fonction des bonnes affiches, si vous voulez, n'est pas de délivrer des preuves, mais des impressions tellement claires qu'in fine, elles orientent le choix de l'électeur dans l'isoloir, comme une bonne pub détermine à l'insu de l'acheteur le choix, entre guillemets, d'un téléphone plutôt qu'un autre. Au fait aussi que, dans la plupart des cas, les votants que nous sommes évaluent moins les candidats sur la singularité de leur proposition que sur la perfection de leur iconographie. En gros, maîtrisez-vous les codes de votre camp? Est-ce que vous savez jouer le candidat? Est-ce que vous savez tenir votre rôle dans ce jeu de masques? Est-ce que vous savez rendre désirables les subterfuges que vous employez en ce moment pour me plaire?
C'est ça les questions, c'est ça les demandes qu'un électeur pose à une affiche, ou adresse à une affiche. En gros, avez-vous la gueule de l'emploi? Un point aussi, la raison pour laquelle peut-être il y a un tel contrôle de l'image et du message, c'est que, il me semble, moi, que la politique, en période électorale, relève à sa manière l'étrange défi de l'incarnation. Le défi de l'incarnation, il s'agit de s'incarner. Il s'agit d'incarner une idée, une idée ou une corporation. Alors la différence, évidemment, c'est que le Christ représente l'absolu, tandis qu'un candidat n'incarne qu'un dogme ou une corporation, ou un parti, un groupe. Mais je crois que c'est un détail, en fait, parce qu'en religion comme en politique, il faut un corps de gloire au légat de l'infini, au bouc émissaire de l'infini. Le résultat de tout ça, c'est que les affiches sont prisonnières de leurs intentions, et n'ont, à cet égard, en elles-mêmes aucun intérêt. Mais, de fait, nous ne voyons pas les candidats eux-mêmes, nous voyons les étiquettes qu'ils ont eux-mêmes posées eux-mêmes. Mais, et je voudrais finir là-dessus quand même, enfin, en un mot, quoi. Elles n'ont en elles-mêmes aucun intérêt, pour cette raison-là, pour cette marchandisation. Mais c'est un outil pédagogique formidable. Elles ont quand même l'immense vertu de transformer tout électeur en lecteur. Et si on creuse un petit peu tout lecteur en sémiologue, en analyste des signes de la société contemporaine, et au fond, peut-être peut-on étendre aux objets eux-mêmes. Je ne parle pas des choses que ces objets recouvrent, je parle des objets, c'est-à-dire des choses packagées, marquées. Peut-être faut-il étendre aux objets eux-mêmes une analyse plus généreuse que dénonciatrice, plus généreuse qu'imprégatrice au fond. Le mépris des objets au nom du fait qu'ils sont marqués me semble n'avancer nulle part et produire être en soi un effet de marque. En revanche, s'intéresser aux objets, quand bien même ils auraient un sigle, quand bien même ils auraient une fonction, leur donner toute leur chance, les regarder et s'intéresser à ce qui parfois leur échappe, me semble être une bonne méthode. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup.